C'est un sujet tabou, au cœur de la manipulation familiale. Comment les insinuations incestueuses deviennent l'arme ultime de l'emprise perverse? Comment une relation mère-enfant, qui devrait être un havre de sécurité, peut-elle devenir un champ de bataille psychologique où l'innocence est systématiquement attaquée? Imaginez un jardin, celui où devraient pousser libres et sauvages les liens les plus sacrés, un jardin mère-fille, fait de confiance et de tendresse. Maintenant, imaginez que dans ce jardin, on se mette à planter des graines empoisonnées, des mots qui semblent anodins, mais qui en secret travaillent à étouffer la lumière, des sous-entendus qui rouillent la beauté des gestes simples. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une violence qui ne frappe pas, mais qui souille, une manipulation si intime qu'elle touche à l'âme même du lien. Nous allons décortiquer comment l'insinuation incestueuse devient l'arme de prédilection des mères perverses narcissiques, une arme de destruction massive de l'intime. Parce que parfois, le poison le plus raffiné est celui qui se glisse dans le creux de l'oreille, sous le masque de l'amour. Je suis Fatem Zahra Alami, une âme à l'écoute des silences qui parlent trop fort, de ces mots qui n'ont jamais pu être dits, traductrice des blessures sans mots et semeuse d'éveil dans les terrains meurtris. Je dédie ma voix à tisser des liens qui pensent l'impensable. C'est justement de cet impensable dont nous allons parler aujourd'hui, de cette violence qui ne laisse ni bleu ni cicatrice visible, mais qui creuse son sillon dans l'intime. Comment nommer l'innommable? Comment comprendre que l'amour puisse se transformer en un leurre toxique? Au cœur de cette ambre, il existe une arme de destruction silencieuse, l'insinuation incestueuse. Un poison distillé goutte à goutte qui corrode l'innocence, souille les liens et piège la fille devenue adulte dans un labyrinthe de honte et de confusion. Une stratégie qui, par son essence même, épargne presque toujours les fils pour mieux cibler les filles. Dans cet épisode, je vous propose de décrypter ensemble la mécanique de cette emprise et de forger les clés qui en libèrent. Notre objectif n'est pas d'alimenter la colère, mais de désosser le silence pour construire des remparts, de reprendre possession de son histoire pour écrire de nouveaux chapitres. Car nommer le mal ouvre la porte de la libération. Comprendre ses ressorts en assure le passage vers la liberté. Avant d'apprendre à nous protéger, il nous faut regarder la dynamique en face, non pas avec terreur, mais avec lucidité. La première chose à comprendre, c'est que nous ne sommes pas face à des maladresses ou à des simples provocations. Nous sommes face à une stratégie consciente et répétée. Le but n'est pas la relation, mais la domination. Imaginons ensemble des visages concrets que peut prendre cette emprise. L'insinuation qui sexualise le lien, ces blagues glissantes sur la complicité d'une tante avec son neveu ou avec son frère, ces sous-entendus qui transforment un geste tendre en quelque chose de trouble. Deuxième visage, le langage qui corrode, l'utilisation délibérée de mots à double sens qui laissent planer un doute malsain, forçant la victime à devenir l'interprète angoissée de chaque syllabe. Et enfin, le troisième visage, la mise en scène qui corrompt les liens. Il s'agit d'actes calculés pour placer la fille devant témoin, dans une situation où l'interprétation malsaine est inévitable. Prenons cet exemple. Une mère, sa fille et son neveu. Au moment où ils vont monter en voiture, la mère insiste trop pour que le neveu
s'assoit à l'avant à côté de sa tante et elle à l'arrière. Puis, une fois les portières fermées, dans l'intimité forcée de l'habitacle, elle lance, satisfaite à sa fille devant son neveu, c'est-à-dire le petit-fils de la mère en question. Maintenant, les voisins vont croire que c'est un fiancé. Maintenant, analysons la mécanique. Mise en scène, elle organise physiquement les places pour créer un couple apparent. Verrouillage, l'espace clos rend la contestation immédiate impossible. Injection du poison, la phrase dite devant un tiers est une violation publique d'un lien familial. Création du malaise partagé. Elle lie la tante et le neveu dans un silence complice et honteux. Comment réagir sans paraître ridicule? Protester, c'est donner de l'importance à l'ineptie. Se taire, c'est sembler l'accepter. Ce n'est pas une blague, c'est un acte délibéré pour souiller la normalité d'un moment familial et plonger la victime dans la honte d'une interprétation qu'elle n'a pas choisie. Dans tous les cas, le mécanisme est le même. Il s'agit de violer symboliquement l'intimité psychique pour instaurer un régime de confusion. La victime est piégée dans un dilemme insoutenable. Protester, c'est passer pour hystérique. Se taire, c'est consentir à l'empoisonnement. Ce qui nous amène au point de rupture ultime. Parfois, la violence est si insoutenable que la psyché, pour se protéger, en efface le souvenir précis. Il ne reste que l'empreinte traumatique, une colère blanche, une révolte qui explose. Imaginons une scène où, face à une insinuation incestueuse, particulièrement grave, mettant en scène une tante et son neveu, la victime se rebelle. Elle nomme l'impensable, elle crie l'insensé. Ce que tu dis est monstrueux. Et là se produit la manœuvre la plus destructrice. La mère, au lieu de reculer, reste de marbre. Elle campe sur sa position. Elle trouve normal, légitime d'avoir énoncé cette horreur. Dans un ultime effort pour lui faire toucher du doigt l'absurdité de son propos, la fille lui retourne la question, tentant de la ramener à une humanité commune. « Et toi, est-ce que tu pourrais, toi, désirer ton petit-fils » La réponse tombe, froide et définitive. « Non. » Cette réponse n'est pas un aveu de sa propre normalité. C'est l'affirmation ultime de son exception perverse. La règle qu'elle reconnaît comme universelle, une grand-mère ne désire pas son petit-fils, est dans son esprit suspendue pour elle seule. Elle s'octroie le droit souverain de transgresser les limites qu'elle-même impose aux autres. C'est le noyau dur de l'emprise. Création d'une réelle alternative où ces insinuations sont normales. Déni de la réalité de l'autre et de sa réaction légitime. Inversion de la faute, c'est la victime qui déraille en s'indignant, pas l'agresseur qui a franchi la ligne. Ce moment de rupture est un choc psychique. C'est la preuve que vous ne vous battez pas contre une maladresse, mais contre un système de pensée qui a érigé la perversion en norme. Mais comprendre cette mécanique, c'est déjà lui retirer son pouvoir de mystère. C'est passer de la position de victime désemparée à celle de témoin lucide. Et c'est précisément à partir de cette lucidité que nous pouvons maintenant bâtir une réponse. Alors, comment fait-on concrètement pour se protéger d'une mécanique si insidieuse? Comment reprendre possession de son territoire intérieur, pierre par pierre? Je vous propose non pas une baguette magique, mais une boîte à outils, des clés pour désamorcer l'emprise que vous pourrez adapter à votre propre situation. La première et la plus radicale, c'est l'art de poser des limites infranchissables, la réponse immédiate, désamorcer l'emprise en public. Face à ce genre d'agression, la tolérance zéro est la seule stratégie efficace. Il ne s'agit pas de
réparer plus tard, mais d'interrompre le poison au moment même où il est injecté. La règle d'or est simple, ne jamais laisser passer, jamais. L'objectif n'est pas de convaincre la mère qui est dans un déni structurel, mais de protéger la relation avec votre neveu ou votre frère en temps réel et de lui montrer par exemple comment on se respecte. La technique de l'indignation froide et publique va désigner l'acte clairement. Ce que tu viens de dire est totalement inapproprié et inacceptable. Refusez le sous-entendu. Retournez la honte à l'envoyeur. C'est honteux de penser et de dire une telle chose. En agissant ainsi, vous accomplissez 3 choses essentielles. Vous brisez le triangle pervers. Vous privez l'agresseur de son pouvoir. Vous montrez que ces flèches empoisonnées ne touchent pas leur cible, mais se retournent contre elles. Vous érigez un rempart visible. Vous posez une limite si claire et si publique qu'elle devient un précédent. La tentative devient trop coûteuse pour l'agresseur. Il ne s'agit pas de crier plus fort, mais de délimiter un territoire avec une calme fermeté. Imaginez que vous érigez une clôture autour de votre jardin intérieur. Vous n'êtes pas en colère contre ceux qui restent dehors. Vous protégez simplement ce qui est précieux à l'intérieur. Concrètement, cela peut signifier désamorcer par la clarification. Au lieu de vous mettre en colère face à une insinuation, c'est la réaction, d'ailleurs recherchée par la mère perverse, posez une question d'une froideur chirurgicale. Peux-tu m'expliquer précisément ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas. Forcer l'autre à devoir expliciter l'inexplicable le place souvent dans une position intenable. Refusez le rôle qu'on vous assigne. On vous accuse d'être trop sensible, vous pouvez répondre « Je ne suis pas sensible, je suis clair, et ce que tu viens de dire est inapproprié. » Vous ne discutez plus de votre émotion, mais vous énoncez un fait. Prenez concrètement de la distance. La protection la plus efficace est parfois physique. Réduire les contacts, éviter les situations où vous savez que la manipulation peut opérer n'est pas une défaite. C'est une stratégie de sagesse. C'est choisir de se préserver pour continuer à exister pleinement. Ces limites, une fois posées, créent un espace de respiration, un espace où l'on peut enfin commencer l'essentiel, se réparer. Se protéger est une première victoire, mais pour guérir durablement, il faut aller plus loin. Il s'agit de reconstruire son paysage intérieur, celui que la manipulation a saccagé. La perverse narcissique ne se contente pas de vous blesser. Elle veut écrire votre histoire à votre place, en y inscrivant sa version toxique. Votre mission est de lui reprendre la plume. Comment? Tenir un journal, écrire ce qui s'est vraiment passé, noter les faits, les phrases, vos réactions. Face au gaslighting et au déni, ce journal devient votre archive de la vérité, une preuve indéniable pour vous-même que votre mémoire est valide, que votre expérience est réelle. Se créer des phrases courtes et puissantes à vous répéter lorsque le doute vous assaille. Ma perception est valide, mes limites sont légitimes, je ne suis pas responsable de sa perversion. Je suis la narratrice de ma vie. Et enfin, parler à des témoins sûrs, choisir une personne de confiance, un ami, un thérapeute et lui confier un fragment de votre vécu. Entendre un autre vous dire « c'est inacceptable, ce que vous avez vécu est réel ». Cela brise le sortilège du silence et de la honte. Le jeu du pervers narcissique est un piège. Plus vous vous débattez, plus vous vous épuisez dans ses filets. La stratégie la plus redoutable est souvent de refuser le combat qu'elle vous propose. Ne plus chercher à avoir raison, lâchez le besoin de la faire plier, de la convaincre. Sa mauvaise foi est structurelle, c'est une forteresse vide que vous assiégez en vain. Recentrez votre énergie sur votre vie. Chaque minute passée à ruminer ces manipulations est une minute volée à votre épanouissement.
reconnecter avec une passion, un projet, des relations saines. La meilleure revanche, c'est une vie bien vécue. Ces outils ne sont pas une armure, mais un antidote. Ils ne visent pas à vous endurcir, mais à vous rendre à vous-même, dans votre pleine et entière souveraineté. Concernant les mensonges distillés dans votre dos, ils sont l'arme de ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas gagner face à votre lucidité. La parade est la même, une transparence absolue et un refus catégorique de jouer leur jeu. En maintenant votre position ferme, cohérente et digne, vous rendez ces mensonges inefficaces car votre vérité incarnée est plus forte. Le passé effectivement se clôt en prenant acte de la toxicité et en choisissant de ne plus lui laisser d'espace. Le présent se construit en maintenant inlassablement cette frontière de respect. Cette capacité à répondre immédiatement et avec une clarté implacable est votre meilleur rempart. C'est l'antidote direct au poison. Mais une autre arme, tout aussi puissante, existe. Une stratégie plus subtile pour les situations où l'affrontement direct n'est pas possible et n'est pas souhaitable. L'art de ne plus nourrir le jeu. Imaginez que la personne perverse est comme un feu. Pour brûler, elle a besoin d'un combustible précieux, votre réaction émotionnelle, votre colère, votre confusion, vos tentatives désespérées de vous justifier. La technique de la pierre grise ou grey rock consiste précisément à devenir le combustible le plus ennuyeux qui soit face à ces provocations, à devenir aussi inintéressant et non réactif qu'un caillou. Ce sont des réponses courtes, neutres, sans émotion. C'est ton opinion. D'accord, je vois, je prends note. En ne lui offrant plus la réaction qu'elle cherche, votre trouble, votre colère, vous la privez de sa raison d'être. Ne plus donner d'informations personnelles, détourner la conversation vers des sujets ultra banals. Il paraît qu'il va pleuvoir demain. Le but n'est pas d'être impoli, mais de devenir imperméable et inintéressant. Vous ne jouez plus son jeu. Vous ne lui offrez plus le spectacle de votre détresse, qui est sa récompense. En la privant de cette nourriture émotionnelle, vous l'affamez. Son emprise se dessèche, faute d'être alimentée. Cette stratégie combinée à la confrontation frontale, lorsque c'est nécessaire, forme une panoplie complète. Parfois, on dresse un rempart. D'autres fois, on cesse simplement de nourrir le siège. Les deux mènent à la même libération, la préservation de votre énergie et de votre paix intérieure. Et c'est dans cet espace préservé que la véritable guérison peut commencer. La véritable guérison, c'est ce qui commence quand le bruit de la bataille s'éloigne, quand on pose enfin les armes pour s'occuper de ses blessures. Ce n'est plus une stratégie contre l'autre, c'est un chantier intime, un retour vers soi. Le premier chantier, c'est vous réapproprier votre propre récit. Pendant des années, on vous a raconté une histoire fausse sur qui vous êtes. La guérison, c'est reprendre la plume de votre vie. Le deuxième chantier, c'est retrouver la boussole de ses émotions. La manipulation perverse nous coupe de notre intuition. La guérison, c'est réapprendre à se faire confiance. C'est se dire, si cela me met mal à l'aise, c'est que c'est pervers. Et enfin, le chantier le plus beau, se réconcilier avec la tendresse. Après avoir été trahi dans l'intime, l'âme peut se méfier de tout contact. La guérison, c'est retrouver le courage d'aimer sans armure, recréer des liens choisis, où la tendresse est simple, respectueuse et sans arrière-pensée. Permettre à un câlin d'être juste un câlin, à un regard d'être juste un regard. Ce chemin de guérison, on ne le parcourt pas seul. Un thérapeute peut être un compagnon précieux.
Il est le témoin neutre qui vous aide à démêler les fils emmêlés de votre histoire. Guérir, ce n'est pas oublier. C'est intégrer l'épreuve pour en faire une source de force, de discernement et de compassion pour soi-même. C'est redevenir pleinement l'architecte de sa propre vie. Au début de cet épisode, je vous parlais de jardin. Je voudrais en revenir à cette image. On ne peut pas effacer les plantes empoisonnées qu'on y a semées, mais on peut patiemment apprendre à reconnaître chaque poison. On peut désherber, on peut aérer la terre. Et un jour, on se rend compte qu'on a planté de nouvelles graines, des graines de confiance, de respect, de liberté, et que ces nouvelles pousses, à leur tour, deviennent si robustes, si vivaces, qu'elles finissent par recouvrir les vestiges de l'ancien jardin. Votre terre est encore fertile. Elle attend juste les bonnes semences. Prenez soin de votre jardin. Prenez soin de vous.